Dear delegates, hello to you all. Good morning, good afternoon to all of you. It's a great pleasure to welcome you to our information session, which is on the climate change policy. And without further delay, I would like to give the floor to our Assistant Director General, Mr. Ottone, please. Thank you, Mechtil. Good morning. Excellencies, dear colleagues, dear friends, it is my pleasure to welcome you today on the occasion of this information meeting. You may recall that during the information meeting on the 30th, 2020, we announced that further meetings would be organized to present two major matters which are on the agenda of the extended 44th session of the World Heritage Committee. The first of those meetings took place on 18 January and was dedicated to the reflection on sites associated with memories of recent conflicts and other negative and devised memories. The second one, which brings us together today, is devoted to the presentation of the draft update policy document on the impacts of climate change on World Heritage properties. It's important to remember that the original version of which was adopted in 2007. Climate change is indeed the defining issue of our times, and its impact on heritage is today more apparent than ever. In every part of the globe, cultural and natural heritage sites are threatened by increasing bushfires, droughts, floods, storms, and ocean acidification, while the uprooting of communities due to the climate change is putting entire ways of life at risk. This includes the practice and transmission of living heritage, for sure, oral traditions, performing arts, social practices, and festival events. Heritage has an essential role as a dynamic force for changing minds. This requires strengthening our action for the protection of natural and cultural heritage impacted by climate change, especially in the most vulnerable countries and regions, such as small island developing states and in the African continent. Considering its distinctive mandate in the fields of education, science, and culture, UNESCO is uniquely placed to respond to these challenges through a multidisciplinary approach and to engage in capacity building efforts to support countries to respond to climate-related disasters and their impact on heritage. UNESCO has been sounding the alarm on the threats posed by climate change to cultural and natural heritage among the international community. That include the 2019 UN Climate Action Summit in New York and the COP25 in Madrid. Building on its 2018-2021 Strategy for Climate Action and its 2017 Declaration of Ethical Principles in relation to climate change, as well as its 6th Convention in the field of culture, UNESCO has long been working to safeguarding our heritage from the effects of climate change, promoting its power for climate change mitigation and adaptation, and its key role as a source of resilience. Indeed, heritage is more than just an asset. It is a fundamental resource to respond to the global crisis caused by climate change and the related loss of biodiversity. It contributes greatly to people's well-being and is instrumental in crafting sustainable development futures. UNESCO is very much involved and committed to address this matter as one of its priorities, and it's spearheading several initiatives on heritage and climate change alongside its partners. During its 2009 session in early July last year, members of the Executive Board demonstrated a high interest in the action undertaken by UNESCO on climate action. They also called for the further development of strong partnership, such as with the UNFCCC, and actions to strengthen UNESCO's role in the implementation of the 2015 Paris Agreement. In this regard, I'm pleased to recall that in the UN Secretary General's report of September 2019 Climate Action Summit, UNESCO was assigned as the lead agency to ensure the follow-up of the initiative on the protection of culture and natural heritage from climate change proposed by Greece. Also, we are
closely collaborating with Greece on the establishment and implementation of the flexible mechanism. As you may know, on the eve of the 52nd session of the Intergovernmental Panel on Climate Change, which was hosted at UNESCO, we launched a reflection group on culture and climate change in February 2020. This reflection group allowed us to start a discussion with a number of global experts from the field of climate change, culture, and science on the role of culture as a key resource for climate change mitigation and adaptation. As a follow-up, UNESCO, the IPCC, and ICOMOS joined forces to co-sponsor an international expert meeting on culture, heritage, and climate change, which will take place online early December 2021, with the end goal of developing strategic recommendations to ensure that culture is fully acknowledged and integrated in the international climate agenda. The growing recognition of the role of culture for action was also made evident during the recent G20 presided by Italy in April 2021, the webinar on addressing the climate crisis through culture, in which UNESCO participated and was hosted by Mechtilde Rossler. Addressing the impact of climate change on heritage in this make or break year and in these years to come will require UNESCO as a laboratory of ideas to offer the member states tangible solutions for integrating culture and natural heritage into their national climate change policies and responses. I am convinced that the draft updated policy document on the impact of climate change on World Heritage properties, which is the result of a long consultation and discussion process between all stakeholders of the World Heritage Convention, will fully contribute to this. I will now give the floor to the director of the World Heritage Center, Madame Mechtilde Rossler, to present the background of this work and the process followed. Presentation of the updated policy document will follow, delivered by two international experts with whom we also have the privilege to work as member of UNESCO's Reflection Group on Culture and Climate Change and the Scientific Steering Committee for the joint UNESCO, IPCC, and ICOMOS initiative. Thank you very much for hearing us. Thank you very much, Ernesto, for this introduction. It's now my pleasure to provide you with the full background and the process. And I'm very pleased to note that we have now 102 participants in this online meeting. Now, the issue of impacts of climate change on World Heritage natural and cultural properties was brought to the attention of the World Heritage Committee in 2005, maybe you remember, in South Africa, by a group of concerned organizations and individuals. The committee at the time requested the center, in collaboration with the advisory bodies, interested states parties and petitioners, to convene a broad working group of experts to review the nature and the scale of risks arising from climate change and prepare a strategy and report for dealing with this issue. Now, the group of experts prepared a report on predicting and managing the effects of climate change on World Heritage, as well as a strategy to assist state parties to the convention to implement appropriate management responses. The committee reviewed and endorsed these two documents at the 30th session of the committee, which was in Vilnius in 2006, and with the related decision, which you see on the screen, and requested all states parties to implement a strategy so as to protect the outstanding universal value of World Heritage sites. Des sites du patrimoine mondial. Le comité a demandé à l'époque au Centre du patrimoine mondial de développer par le biais d'un processus consultatif un document d'orientation sur le changement, les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial, a présenté la 31e session pour faire l'objet d'un débat à l'Assemblée générale des États parties en 2007. Par conséquent, une réunion du groupe de travail avec des experts et représentants des secrétariats des conventions a été organisée par le Centre du patrimoine mondial au siège de l'UNESCO en février 2007. Le projet de document a fait l'objet de discussions à la session de Christchurch en 2007.
Les avis exprimés par le Comité du patrimoine mondial ont donc été intégrés et le document révisé a alors été présenté à l'Assemblée générale des États parties à la 16e session en 2007. L'Assemblée générale a donc adopté ce document révisé et a fortement recommandé son utilisation par l'ensemble des parties prenantes. À la session de l'année suivante à Québec, en 2008, le comité a également décidé d'amender les orientations afin de prendre en compte la question du changement climatique et son effet sur notamment le patrimoine mondial en péril, tel qu'indiqué dans le document de 2007. Depuis, le changement climatique a été une question récurrente, ainsi que son effet sur les biens du patrimoine mondial de par le monde. Dans la décision 39/7, prise en 2015 à la session de Bonn, le comité a reconnu que les biens du patrimoine mondial sont de plus en plus affectés par le changement climatique et a encouragé les États parties à participer à la COP 21 à la CNUC en décembre 2015 avec pour objectif de parvenir à l'accord sur le climat et de mobiliser l'action climatique mondiale sur le terrain. Depuis l'adoption du document de politique, un certain nombre de rapports sur l'état de conservation de sites de par le monde ont été présentés au Comité du patrimoine mondial, présentant l'impact du changement climatique. Vous pouvez également le vérifier dans notre excellente base de données. Si vous tapez changement climatique, vous verrez quels sont les sites affectés par le changement climatique. Ainsi, à notre session de 2016, conscient que les connaissances sur l'adaptation à l'atténuation avaient beaucoup évolué au cours des 10 dernières années, le comité a demandé au Centre du patrimoine mondial et aux organisations consultatives de mettre à jour régulièrement ce document d'orientation afin de présenter les informations les plus à jour pour guider les actions de la communauté du patrimoine mondial. Un atelier international a eu lieu en octobre 2017 à Wilm, en Allemagne, pour débattre des défis posés par le changement climatique à la gestion et à la conservation des sites du patrimoine mondial. 20 experts du changement climatique représentant 15 pays étaient présents pour débattre de la mise à jour de ce projet de document d'orientation. Un projet a ensuite été lancé pour la mise à jour de ce document, pour le soumettre au Centre du patrimoine mondial et pour assurer qu'il soit diffusé largement à l'ensemble des parties prenantes concernées. Je voudrais exprimer ici toute notre gratitude aux Pays-Bas pour son soutien généreux sur cette question. Le Centre du patrimoine mondial, avec l'aide des organisations consultatives, a alors identifié 2 experts internationaux pour nous aider dans cette tâche. Vous les voyez ici à l'écran. Ils sont également présents avec nous dans cette réunion. Je suis ravie de les voir. Monsieur Rohit Jigyasou, qui travaille sur le patrimoine culturel, qui est un architecte et professionnel de la gestion de risque et président de l'ICOMOS Inde de 2014 à 2017 et qui a travaillé avec plusieurs organisations nationales et internationales, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'Institut de conservation Getty et travaille aujourd'hui pour l'ICROM et apporte son expertise dans le domaine de la gestion de risques liés aux catastrophes pour le patrimoine culturel. Ensuite, nous avons Monsieur Oscar Guevara, un expert en patrimoine naturel. Il est ingénieur civil, spécialiste des ressources naturelles, spécialiste de la gestion des catastrophes et de la réduction du risque de catastrophe. Il a travaillé pour plusieurs organisations, à la fois privées et publiques, qui travaillent dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, dans le domaine de la biodiversité, des zones protégées, etc. Il a également travaillé pour WWF en tant que consultant
Il a été point focal en Colombie pour le WWF, chargé des questions de climat et d'énergie, et il a également co-présidé un conseil chargé de gestion de zones protégées et il a été impliqué dans l'élaboration de politiques publiques en matière de patrimoine, de changement climatique. Donc, je suis ravi de les accueillir tous les deux aujourd'hui. Ils vont prendre la parole dans un instant. Dans le cadre du processus d'actualisation, nous avons fait un travail de recherche documentaire pour voir quels sont les documents existants. Le Centre du patrimoine mondial a lancé une consultation en ligne vaste pour impliquer toutes les parties prenantes, les États parties, les gestionnaires de sites, les communautés locales, les peuples autochtones, des universitaires, des ONG, des représentants de la société civile. Nous avons recueilli donc des commentaires de la part des principales parties prenantes de la Convention sur tous ces sujets extrêmement importants. En outre, un groupe consultatif technique a été créé avec les présidents des groupes électoraux afin de définir une feuille de route précise pour présenter ce document d'orientation mis à jour au mois de juillet au comité. Ils se sont réunis à plusieurs reprises en ligne pour réviser le projet de document préparé par les deux experts afin de prendre en compte les différents points de vue et afin de fournir des orientations supplémentaires. Cette ébauche projet 0 a été envoyée à tous les États parties le 23 mars 2020. Cela vous a permis de consulter cette ébauche qui a servi à orienter les discussions du groupe consultatif technique. Ce projet 0 a été débattu par le groupe consultatif technique à la fin du mois d'avril, au début du mois de juin 2020, et à la suite de cette réunion, tous les commentaires ont été reçus. Nous avons reçu quelques 150 pages de commentaires. Un deuxième projet de document a été préparé et débattu lors de la réunion du groupe au mois de juillet, puis un troisième projet a été préparé et a fait l'objet d'une discussion lors de la dernière réunion qui a eu lieu au mois de septembre 2020. À l'issue d'un long processus de vérification et de finalisation du document, nous avons diffusé le document à tous les États parties en juin 2021. Et entre-temps, nous avons partagé avec tous les États parties la version à jour de ce document. Et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Orit afin qu'il vous présente brièvement les résultats obtenus à la suite de cette consultation en ligne, une consultation qui a énormément contribué à la préparation de ce document. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc, nous avons eu une consultation avec toutes les parties prenantes. Cette consultation a couru du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Nous avons abordé 5 sections: information personnelle, sensibilisation et participation à la politique de 2007. Nous avons également posé des questions aux participants. Nous avons donc posé des questions sur les mesures relatives au changement climatique, pour l'atténuation des gaz à effet de serre, pour l'adaptation pour les biens du patrimoine mondial. Ensuite, nous avons essayé de partager des suggestions pour renforcer les synergies entre la Convention du patrimoine mondial et l'action climatique. Et enfin, dernière section, éléments clés de la politique actualisée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage des pays qui ont participé. 47% de pays européens, à peu près 30% de pays d'Europe de l'Est, 21% pour l'Amérique latine, 17% pour l'Asie-Pacifique, donc une répartition assez équitable, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour ce qui est des réponses, la moitié des réponses ont été envoyées des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Les 50% restants provenaient des autres régions du monde.
Vous pouvez voir maintenant que nous avons reçu 366. Vous pouvez voir quelle est la ventilation. Donc, vous avez 84 réponses envoyées par les États parties. Ensuite, il y a les organisations consultatives, les gestionnaires de sites, les ONG, le Centre du patrimoine mondial, les universités, les chercheurs. Vous pouvez voir donc la répartition des réponses. Il y a également des réponses qui ont été reçues de peuples autochtones. Nous avons vraiment essayé d'impliquer le plus grand nombre de parties prenantes des États parties aux peuples autochtones. Donc, il y a vraiment une bonne répartition des réponses. Vous pouvez maintenant voir la répartition des réponses selon le patrimoine concerné, patrimoine culturel, naturel, mixte, etc. Nous avons impliqué des experts spécialisés dans le changement climatique, dans l'atténuation, dans l'adaptation, dans les questions juridiques, dans la science climatique. Une fois encore, nous avons essayé d'impliquer une diversité de professionnels et d'experts pour obtenir le plus grand nombre de réponses possibles. Ce graphique nous parle de l'utilité générale du document d'orientation de 2007. La plupart des personnes interrogées estiment que cette politique est très utile ou relativement utile. Donc, dans l'ensemble, tout le monde était d'accord, tout le monde convenait de l'utilité de ce document. Prochaine diapositive. Ici, vous pouvez voir l'importance de traiter les questions liées au changement climatique pour atteindre les objectifs de la Convention du patrimoine mondial. Et vous pouvez voir que la plupart des personnes interrogées estiment que cela revêt une importance cruciale, que c'est extrêmement important et qu'il est vraiment important de se saisir de cette question car c'est conforme aux objectifs de la Convention. Ce graphique est très utile car il nous montre les éléments liés au climat observés ou identifiés comme ayant actuellement un impact négatif sur les biens du patrimoine mondial. On peut voir donc les différents impacts du changement climatique, que ce soit les précipitations extrêmes, les changements du régime des précipitations, la montée des eaux, les changements d'humidité, l'intensité, la fréquence des tempêtes, etc. Donc, nous avons une grande diversité d'impacts du changement climatique. Je vais maintenant vous expliquer quel a été l'impact constaté des risques climatiques sur les biens du patrimoine mondial. Beaucoup de personnes ont parlé des coûts, les coûts d'entretien et de gestion des biens qui ont augmenté en raison de l'impact du changement climatique, les dégâts causés aux bâtis historiques, aux éléments du paysage. Il y a également une détérioration accélérée et progressive du tissu bâti historique et l'impact que le changement climatique a sur le tourisme. Donc, ce sont les principaux impacts constatés sur la base des réponses reçues. Prochaine diapositive. Il y a également un impact sur la biodiversité, sur les communautés locales, sur les peuples autochtones. Il y a une modification du paysage, des problèmes de pénurie hydrique. Il y a la dégradation de la valeur universelle exceptionnelle. Ensuite, il y a les pertes économiques, la hausse de la pauvreté, de la faim, l'impact du changement climatique sur le patrimoine géologique avec la fonte des glaciers, par exemple. Il y a la migration forcée, le déplacement involontaire de personnes, la diminution de la capacité à répondre aux besoins de développement des communautés locales, et enfin, le risque accru de conflits sociaux ou d'autres formes de violence en raison de l'impact du changement climatique sur les biens du patrimoine. En ce qui concerne ce graphique,
Il nous parle des principaux défis à relever pour une mise en œuvre efficace des mesures pour traiter les questions de changement climatique dans la gestion des biens du patrimoine mondial. Il y a 3 catégories. Première catégorie, le manque de ressources financières et humaines. Vous pouvez voir dans l'encadré rouge. Ensuite, le manque de capacité. Cela a été évoqué comme l'un des principaux défis à relever pour une mise en œuvre efficace des mesures. Donc, vous pouvez voir le manque de capacité à évaluer et à suivre les impacts du changement climatique. Il y a également des questions qui sont liées aux politiques et à la législation. Cela a également été évoqué parmi les principaux défis à relever. Il y a le problème de la mise en œuvre des politiques, l'absence de soutien politique, ou encore l'absence ou l'inefficacité des politiques. Prochaine diapositive. En ce qui concerne ce graphique, nous avons demandé quels étaient les éléments qui devaient être considérés comme prioritaires pour l'atténuation du changement climatique. Il est extrêmement important, bien entendu, de prendre en compte les réponses fournies dans ce questionnaire pour mettre à jour le document. 74% des personnes interrogées ont dit qu'il était nécessaire d'intégrer les biens du patrimoine mondial dans les politiques locales et nationales d'atténuation du changement climatique. Donc, les politiques au niveau national ont beaucoup été évoquées. Il faut utiliser les connaissances traditionnelles ou les valeurs ou les méthodologies patrimoniales associées aux biens du patrimoine mondial pour communiquer les meilleures pratiques en matière de stratégie d'atténuation et pour orienter les ambitions d'atténuation. Ensuite, il y a l'utilisation des connaissances traditionnelles pour prendre des mesures d'adaptation afin de renforcer la résilience des communautés locales. Il faut des mesures de précaution pour anticiper et prévenir ou réduire au minimum les causes des changements climatiques. Il y a également le fait de mesurer l'empreinte carbone de la gestion des biens du patrimoine mondial. Il faut atténuer les gaz à effet de serre. Il faut améliorer la gestion des puits de carbone de la biosphère. Ensuite, nous leur avons demandé quels étaient les éléments devant être considérés en priorité comme sujet d'adaptation du changement climatique dans le document actualisé. Il y a le suivi et la notification des impacts du changement climatique sur la VUE des biens. Il y a l'évaluation des impacts futurs du changement climatique. Cela a vraiment été mis en avant par les personnes qui ont répondu au questionnaire. Il y a l'adaptation au changement climatique grâce à une meilleure intégration des biens du patrimoine mondial dans les politiques locales et nationales. Il y a le fait d'utiliser les biens du patrimoine mondial comme moyen de sensibilisation, l'adaptation climatique grâce à l'amélioration des stratégies de gestion des biens du patrimoine mondial. Il y a également le fait qu'il faut faciliter la formulation de recommandations sur l'état de conservation pour répondre à l'impact physique du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial. Voilà donc les principales réponses apportées par les personnes interrogées. Là, nous avons demandé aux participants d'évoquer les aspects à inclure dans le document actualisé avec une priorité élevée. Beaucoup ont parlé des informations scientifiques et techniques nécessaires pour évaluer les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial, la sensibilisation, le renforcement des capacités. 60% des personnes interrogées, comme vous pouvez le voir. Il faut avoir des indicateurs pour le suivi des moteurs du changement climatique,
tels que ceux qui sont inclus dans les indicateurs de la culture 2030 de l'UNESCO. Il faut aborder dans le cadre de la gestion de biens du patrimoine mondial le potentiel de perte de valeur en raison du changement climatique. Les aspects juridiques ont également été évoqués. Prochaine diapositive. Là, nous avons demandé qui devrait être le plus impliqué dans la formulation et dans la mise en œuvre de ces actions et de ces priorités. 88% les gouvernements nationaux. Ensuite, 67% ont mentionné les autorités infranationales et locales, 66% ont parlé des agences intergouvernementales, 61% ont dit les organisations de la société civile et les ONG, 52% les peuples autochtones, l'industrie du tourisme, 46%, et les institutions financières, 39%. Prochaine diapositive. Cette question était extrêmement utile. L'objectif, c'était d'identifier les principales lacunes identifiées dans le document de 2007. Beaucoup de personnes ont dit que ce document fonctionnait en tant qu'outil international pour le changement climatique, mais qu'il ne fournissait pas d'orientation pour la mise en œuvre au niveau régional et national des biens. Ce document ne reconnaît pas les impacts directs ou indirects du changement climatique sur les communautés et sur le patrimoine immatériel. Il y a un manque d'orientation sur la gestion adaptative et il faudrait intégrer des recommandations pratiques et des orientations visant à atténuer les impacts du changement climatique sur les biens. Ce document est uniquement disponible en anglais et en français, et malheureusement, un autre micro est allumé. Passons à la prochaine diapositive, qui porte sur les principales recommandations pour le document actualisé. Je vais les mentionner brièvement. Premièrement, une approche thématique par rapport aux différents facteurs et aux différents risques du changement climatique et aux différentes typologies de patrimoine sont nécessaires. Il faut également prendre en compte la vulnérabilité du patrimoine immatériel en raison des effets du changement climatique. Il faut refléter l'interconnexion qui existe entre la nature et la culture. Il faut mettre l'accent sur l'évaluation des risques des biens du patrimoine mondial dus au changement climatique. Il faut développer et mettre à jour des données de référence pour évaluer l'impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial et il faut encourager les États parties à participer activement au suivi, à l'adaptation, à l'atténuation et à la réaction aux effets du changement climatique. Prochaine diapositive. Il a également été dit qu'il fallait répondre à la nécessité de développer un système de suivi pour comprendre l'impact potentiel du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial. Il est également très important d'établir des synergies avec les principales conventions, notamment celles qui ont été promulguées au cours des 2 dernières années, telles que l'accord de Paris. Il faut souligner l'importance des connaissances liées à l'atténuation et à l'adaptation au climat. Et il est également très important de prendre en compte les connaissances traditionnelles. Cela a également été souligné. On a également souligné l'importance de la participation des communautés pour l'adaptation à l'atténuation des impacts du changement climatique. Et on a également parlé de cette proposition d'inscription qui doivent articuler la vulnérabilité et les risques du bien dus au changement climatique ainsi que les mesures d'atténuation. Diapositive suivante. Il a été proposé que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique soit intégrée dans le plan au système de gestion des biens. Comme je l'ai dit, mieux articuler la synergie entre les conventions internationales et régionales et les politiques nationales et locales en matière de changement climatique et qu'il fallait développer des outils et des procédures pour l'évaluation, l'atténuation et l'adaptation aux risques climatiques pour ces biens.
sans oublier de former et renforcer les législations nationales et locaux, prévoir des mécanismes de mise en œuvre au niveau des biens, diffuser les connaissances et les informations au niveau mondial par le biais des bonnes pratiques. Il a également suggéré que le document actualisé soit traduit dans un certain nombre de langues régionales. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Roed, pour cette présentation de l'analyse du questionnaire ainsi que toutes les recommandations qui ont été reçues. Nous passons maintenant à la présentation du document d'orientation actualisé. Donc, il s'agit de montrer le domaine d'application et l'objectif du document. Oui, merci. Dans la première partie du document d'orientation, dans son préambule, il y a 3 parties vues d'ensemble, objet, portée, principe directeur. Et je vais vous parler des points principaux de chaque chapitre. Nous avons toujours expliqué le contexte historique du document de 2007. Nous avons évoqué les nouvelles preuves des menaces du changement climatique basées sur les travaux du GIEC et autres. Et nous expliquons l'articulation entre le changement climatique et l'utilisation non durable de la nature. On a mis l'accent sur le changement transformateur et on a expliqué la connectivité entre les décideurs, les communautés, les patrimoines naturels et culturels. Et comme tout cela va soutenir ce changement évolutif. Comme je l'ai dit, on a eu en retour qu'il faut établir la synergie avec d'autres domaines. Donc, on a parlé du programme de développement durable 2030 et un certain nombre d'autres politiques internationales pertinentes pour ce domaine. Et bien sûr, il s'agit de s'engager avec les communautés locales pour renforcer la résilience naturelle pour offrir des futurs durables. C'est un des points saillants de cette partie. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on parle de l'objectif et de la portée. Essentiellement, on a donné des orientations de haut niveau sur le renforcement de la protection, la conservation par l'adoption globale de mesures d'action, création de synergies, comme on a dit, entre les objectifs et les processus, les accords multilatéraux, sans oublier les instruments disponibles. On a dit qu'il faut galvaniser une action urgente en faveur d'un changement évolutif pour les États parties, en reflétant ces objectifs dans leur propre politique nationale, guidant les mises en œuvre de la Convention. On a parlé de la pertinence pour toutes les parties prenantes et détenteurs de droits. Et je précise que nous avons évoqué concrètement les populations autochtones, les communautés locales, société civile, secteur privé, parce qu'il s'agit d'intégrer tout ça dans les processus existants de la Convention. Positive suivante, principe directeur maintenant. Il s'agit d'adopter une approche de précaution visant à minimiser les risques, donc être plus proactif et mettre l'accent sur sensibilisation aux impacts potentiels à l'avenir pour expliquer comment prévenir, éviter, atténuer les dommages, s'appuyant sur les meilleures connaissances disponibles générées par des processus disciplinaires. Et on souligne l'importance de l'interdisciplinaire, transdisciplinaire, intégrer une perspective de développement durable pour le partenaire, l'inclusion et la solidarité. Il s'agit là d'axes principaux. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Rohit, pour votre présentation. Maintenant, le plaisir de donner la parole à Oscar qui nous parlera du cadre politique. Merci beaucoup. Alors, ce cadre politique se divise en un certain nombre de chapitres.
Et ce qu'il faut comprendre au départ, que le document dans son ensemble doit être cohérent. Donc, nous disons d'abord qu'il doit y avoir une vision à long terme. Il est essentiel que les utilisateurs de ce document d'orientation comprennent que le document présente une vision à long terme, permettant à la communauté du patrimoine de comprendre ce qui est essentiel. Et on s'attend à ce qu'on atteigne cette vision si on met en œuvre les actions recommandées. En plus, donc, le cadre précise 4 objectifs. Et l'idée, c'est que le document mette l'accent sur l'action. C'est pour ça qu'on a parlé d'un certain nombre d'objectifs et on a retenu les plus importants. Bien sûr, il y a un chapitre sur le cadre juridique et ensuite, il y a 5 éléments très importants dans ce cadre politique, à commencer par des recommandations sur l'évaluation des risques climatiques pour les biens du patrimoine mondial. Et il faut que tout cela soit cohérent dans le programme d'adaptation au climat. Et il faut un partage des connaissances, renforcement des capacités de sensibilisation par rapport aux autres conventions. Il est également très important, c'est un élément nouveau dans ce document, de comprendre ce que c'est que le changement évolutif ou transformatif. Et par cela, on veut dire que ce n'est pas seulement, ou plutôt qu'il est essentiel de comprendre que le changement par petits incréments n'est pas suffisant. Si nous voulons atteindre les objectifs de cet accord et d'autres comme celui de Paris, il faut comprendre qu'il faut aller au-delà. C'est pour ça que nous avons ce chapitre. Ensuite, alors les 4 grands messages dans ce cadre politique, vous les voyez là. Le plus important, c'est que le document d'orientation est totalement ancré dans le système de patrimoine mondial actuel. Donc, il ne s'agit pas d'un thème à part, sans lien ou sans cohérence avec tous les systèmes de patrimoine. Ensuite, puisque il s'est beaucoup passé depuis le document 2007, nous voulions s'assurer que ce document d'orientation, qui est en relation avec ces différents jalons des processus multilatéraux, par exemple l'agenda 2030 pour le développement, l'accord de Paris, etc. Donc, ce cadre, ce document d'orientation doit démontrer les liens clairs avec les autres documents. Et ce document doit se baser sur la politique climatique contemporaine. Il y a eu des progrès ces dernières années, comme vous le savez. Il y a eu de grands rapports du GIEC. Et tous les derniers rapports du GIEC mettent en évidence l'importance des actions pour atténuer le risque climatique. Donc, nous disons que la meilleure science climatique disponible forme la base de ce document. Et enfin, je l'ai dit à nombreuses reprises, que le document d'orientation est orienté vers l'action. Donc, il faut bien comprendre que le cadre politique précise dans ces différentes parties que nous attendons à ce que les États parties des conventions mettent en œuvre
ces actions. Ensuite, alors maintenant, passons à la vision à long terme. Ce qui est dit est assez simple, je pense que nous sommes tous d'accord avec cet énoncé, mais c'est également un enjeu ambitieux. On dit que la vision est que chaque État partie comprenne les impacts potentiels actuels et futurs, changement climatique, donc l'équilibre entre ce qui se passe actuellement et ce qui est attendu à l'avenir. Très important de le comprendre parce que parfois, on a l'impression que le changement climatique ne concerne que l'avenir, le futur lointain, ou il y a des divergences quant à la façon de trouver l'équilibre entre les besoins du présent et du futur. Donc, il y a des choses qu'il faut faire maintenant pour le présent, mais qui concernent aussi l'avenir. Ça, c'est un point. Deuxième point très important, c'est que cette vision est en accord avec les obligations des États parties en vertu de la Convention d'assurer la protection, conservation et gestion de leur patrimoine culturel et naturel. Et là encore, c'est assez simple, voire simpliste, mais qui précise exactement notre idée. Ensuite, les objectifs. Comme je l'ai dit, il y a 4 grands objectifs. Dans ce chapitre, nous avons du nouveau par rapport au document 2007 qui ne présentait pas d'objectifs. Dans ce document actualisé, c'était notre intention d'inclure les objectifs afin que le message soit clair, à savoir que cette politique est orientée sur l'action. Et on le voit dans les objectifs, dans le premier, qui concerne l'évaluation des risques climatiques. On dit d'ici à 2030, les États parties devraient développer des outils pour les capacités nécessaires pour évaluer les risques climatiques, identifier les préjudices potentiels sur les caractéristiques de VUE réversibles ou réversibles associés aux impacts actuels et attendus aux aléas climatiques pour communiquer des évaluations des risques climatiques à travers des processus du patrimoine mondial. Et cet objectif, donc, traduit un excellent exemple de ce que cherche à faire ce document d'orientation, parce qu'on parle du présent et de l'avenir, des risques présents et futurs. On parle de la VUE et on indique l'importance de l'évaluation. Ensuite, l'objectif 2, adaptation au changement climatique. On dit d'ici 2030, les États parties devraient mettre en place au niveau national les niveaux appropriés appliqués au niveau des biens, des cadres solides d'adaptation au changement climatique, pouvant en compte des progrès mesurables dans le suivi des aléas climatiques, l'évaluation de la réduction des risques climatiques, etc. Donc, une fois de plus, c'est orienté sur l'action qui reconnaît les différences entre les sites, les différents contextes des pays concernés, mais indique aussi qu'il est important d'établir un cadre afin de comprendre et mettre en œuvre des actions relatives au changement climatique. Et ces actions à entreprendre au niveau du site peuvent être efficaces. Et on explique comment les États peuvent évaluer le progrès. Ensuite, numéro 3, atténuation du changement climatique. D'ici 2030, les États parties devraient mettre en œuvre au niveau national et au niveau des autres niveaux appropriés des cadres d'état et d'atténuation du changement climatique pour qu'il y ait des actions d'atténuation, etc. Là encore, on dit que les parties doivent mettre en place un cadre pour la mesure et l'évaluation de leurs actions. Donc, des actions pour encourager la réduction des émissions. On dit que selon le besoin, on peut recommander des
des actions types différents parce que nous savons, par exemple, que les sites naturels sont les endroits où il y a les puits à carbone les plus efficaces, par exemple. Donc, il faut les protéger et les préserver. Et également, vu leur rôle d'atténuation. Objectif 4, partage des connaissances, renforcement des capacités de sensibilisation. Il s'agit de promouvoir la capacité des sites de remplir le rôle d'atténuation. Parce qu'on parle des activités visant à améliorer l'éducation, sensibilisation, ainsi que les capacités humaines, etc. Ensuite, oui, Reid. Merci beaucoup, Oscar, pour cette présentation très détaillée. On revient à Rodit qui va nous parler du chapitre important sur la mise en œuvre du document d'orientation. On peut peut-être raccourcir, Rohit, et je ne sais pas si c'est possible, mais ce serait bien. Très bien. Comme nous avons déjà dit, une des recommandations plus importantes pendant la présentation en ligne, c'était que ce document doit donner une orientation sur la mise en œuvre. Il ne faut pas seulement parler des grandes questions et des grands enjeux, mais également amener tout ça au niveau de la mise en œuvre. 3 niveaux, comité du patrimoine mondial, national et au niveau des biens. Et c'est de cette façon-là que nous avons structuré cette partie. Commence par les conditions favorables. Plus détaillé ici sur cette diapositive, très rapidement, je dirais que la mise en œuvre n'est pas possible sans qu'il y ait un traitement des préconditions financières, technologiques, capacités institutionnelles, etc. Et ainsi que des changements dans le comportement humain. Il faut également se rappeler la nécessité du processus inclusif en faisant attention aux asymétries de pouvoir, à l'inégalité des chances. Ensuite, en ce qui concerne le patrimoine mondial, il y a eu un certain nombre d'idées que j'ai soulignées. Besoin d'une stratégie de financement pour tirer le soutien des secteurs publics et privés, s'assurer que les documents de base, comme les orientations des manuels, traitent de manière adéquate le changement climatique. Il faut surtout promouvoir une collaboration sud-sud et travailler sur les biens qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Il faut renforcer le lien sur la Convention et la CCNUCC en termes de mécanismes de suivi des rapports, promouvoir les synergies, bien sûr, on l'a déjà dit, engager les politiques et les outils, sans oublier les modifications des formats, des rapports périodiques et sur l'état de conservation. Et il faut également des actions régionales thématiques à travers les États partis. Ensuite, au niveau national, là encore, il est important d'identifier l'accès des ressources nécessaires en collaborant avec le gouvernement et les entreprises acteurs privés. Il faut qu'il y ait une cohérence avec les politiques nationales et avec le secteur de la culture. Et il faut qu'il y ait une meilleure collaboration entre tous les secteurs concernés. Le VSK des orientations nationales pour le patrimoine mondial culturel et naturel. Développer des projets pilotes qui encouragent les bonnes pratiques en matière d'action. Normaliser et partager la collecte des données. On l'a identifié comme une lacune importante. Pour comprendre les impacts, il faut mieux partager les connaissances et les données relatives aux impacts aux différents niveaux et mettre en œuvre les différents outils et les technologies susceptibles de nous aider à évaluer les risques, sans oublier la mise en œuvre des stratégies d'adaptation au niveau national, bien sûr. Ensuite, Au niveau des biens du patrimoine mondial, donc au niveau local, il est important d'entreprendre des évaluations de la vulnérabilité et des risques climatiques, y compris les stratégies d'adaptation
Et il faut qu'il y ait des stratégies d'adaptation au niveau national, mais aussi qu'elles puissent se traduire à l'échelle locale, surveiller les risques climatiques, renforcer la capacité d'adaptation des biens, mettre en œuvre des pratiques de gestion qui réduisent la vulnérabilité et qui augmentent la résilience, en particulier face à des pressions telles que l'urbanisation et le tourisme. S'engager avec les détenteurs de connaissances traditionnelles et les communautés locales, quantifier le cas échéant les réductions ou la compensation de toute autre manière des émissions de gaz à effet de serre associées aux biens et mobilisation des connaissances, éducation, sensibilisation, renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Donc, ça, ce sont les recommandations importantes au niveau des sites ou des biens du patrimoine mondial. Merci Rohit. Comme vous le savez, ce document d'orientation mis à jour a aussi une série d'annexes qui complètent son contenu et qui, je crois, fournissent des informations très importantes pour les parties prenantes à la Convention. Rohit, je vous demande maintenant de passer à la présentation de l'annexe 1. Merci. Étant donné les limites de temps, je crois que c'est important que tous ceux qui écoutent ces présentations, je vais me concentrer essentiellement sur la question des terminologies qui ont été utilisées. Nous avons utilisé les concepts du GIEC qui ont tous été ratifiés et donc sont reconnus à l'échelle internationale. Nous avons également insisté sur le fait que ces termes peuvent être nouveaux pour le secteur du patrimoine et doivent être compris parce que ça permet d'améliorer la communication avec le secteur de l'environnement. Donc, nous avons un glossaire de terminologie qui est vraiment utile pour la communication. Nous avons également reconnu qu'il existe des divergences dans l'utilisation de certains termes tels que l'atténuation, qui est utilisée de façon différente dans le domaine du changement climatique. Nos excuses. Quelqu'un a allumé un autre micro. Est-ce que vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît? Alors, nous avons une utilisation différente d'atténuation dans le domaine du patrimoine par rapport au monde de l'environnement. Donc, il est important de reconnaître que ces divergences existent et de comprendre et se mettre d'accord sur un vocabulaire commun pour améliorer la coopération. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous avons tiré ce glossaire des rapports du GIEC et c'est reflété également dans le document. Nous avons explicité l'ensemble de cette terminologie. Je vais peut-être maintenant simplement passer la parole à Oscar pour la suite, pour l'annexe 2. Merci Rohit. Allez, Oscar, c'est à vous. Très brièvement, en plus du glossaire, les annexes comportent également des recommandations sur des questions techniques, sur les objectifs, les actions proposées dans le document. Et l'annexe 2 se concentre sur des questions relatives à l'adaptation. Nous avons ici 5 questions clés liées à cette question. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous parlons de contribution pour atteindre les objectifs qui sont dans le corps du texte. Alors tout d'abord, nous avons l'évaluation des risques climatiques, ça c'est un élément clé. C'est en fait tout à fait essentiel pour l'ensemble des États parties de pouvoir évaluer les risques climatiques présents et futurs. Deuxièmement, comment faire la gestion des risques climatiques, donc non seulement évaluer le risque, mais comment le gérer une fois qu'il a été évalué. Troisièmement, les informations de base. Cette recommandation vise à faire un suivi des progrès réalisés par rapport à une information de base, un point de référence. Donc, c'est lié à l'évaluation des risques climatiques au point A. Comment est-ce que la communauté du patrimoine
peut continuer à évaluer les risques climatiques par rapport à un point de référence et donc évaluer l'efficacité des actions entreprises pour réduire ces risques. Quatrièmement, les dommages et la perte de VUE. Nous savons, et d'ailleurs c'est bien établi par la science, que le climat, actuellement déjà et à l'avenir, va causer des dommages et une perte irréversible de VUE. Donc ici, le contexte, c'est comment entreprendre des actions pour comprendre et pour se préparer à ces dommages et à cette perte de VUE. Et puis, renforcer la résilience, la gestion pour renforcer la résilience. Ça, c'est un point également très important. Ce n'est pas seulement une question de réactivité pour répondre aux impacts présents et futurs, mais comment continuer les efforts pour augmenter la résilience des biens du patrimoine mondial. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons ensuite l'annexe 3. Et là, il s'agit de l'atténuation. Donc, suivant, nous avons là encore des recommandations en lien avec la science climatique. Nous avons ici une décision pour encadrer les recommandations sur la base de 4 catégories utilisées dans le contexte climatique et notamment le travail réalisé par la CCNUCC et le GIEC. Nous avons donc un cadre d'atténuation qui est recommandé dans le cadre de la gestion des sites du patrimoine mondial et qui est lié à 4 catégories. Tout d'abord, l'environnement bâti, la gestion de l'utilisation des terres, l'analyse du cycle de vie et enfin le tourisme. Donc, en proposant des actions sur chacune de ces 4 composantes, nous couvrons l'essentiel des recommandations pour établir le cadre pour l'atténuation des effets du changement climatique et ensuite pouvoir entreprendre des actions pour réduire les gaz à effet de serre sur les sites du patrimoine mondial. Et sur la base de ce qui a été identifié dans le cadre de cette annexe 3. Suivant, s'il vous plaît. Oui, merci, Oscar. Alors, la 4e annexe se fonde sur les domaines de partage de connaissances, d'éducation et de renforcement des capacités. Alors, suivant, s'il vous plaît. Nous avons 2 niveaux, le niveau mondial, la Convention du patrimoine mondial, et puis les actions qui sont plutôt au niveau de l'État partie ou du bien du patrimoine mondial. Suivant, s'il vous plaît. Alors, très brièvement, les points clés au niveau mondial. Pour l'avenir, ce que nous proposons d'encourager, c'est informer le secrétariat de la CCNUCC et ses parties des impacts du changement climatique sur le patrimoine mondial afin de les inclure dans les directives pour les communications nationales. Veiller à ce que les activités de renforcement des capacités en matière d'évaluation des risques climatiques, de rapport de stratégie d'adaptation et d'atténuation soient coordonnées avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, les organisations consultatives, les autres organisations internationales et les secrétariats des autres conventions. Organiser des ateliers internationaux et régionaux pour partager les connaissances et l'expérience et établir un réseau entre les États parties, parce que le changement climatique, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut être résolu par des pays seuls, cela exige une coopération, une collaboration entre divers États parties. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il va falloir travailler sur cette question. Développer les stratégies de communication pour informer le public et les décideurs sur l'action climatique pour les biens du patrimoine mondial et aussi promouvoir et partager les bonnes pratiques sur l'action climatique pour les biens du patrimoine mondial. Ça aussi, c'est nécessaire. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau des États parties et au niveau des biens, il est important de recueillir des informations et d'établir une base de données nationale sur les impacts passés et présents du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial, promouvoir et développer des cartes de risque et de vulnérabilité au niveau national, fournir des informations aux décideurs, aux parties prenantes, aux communautés locales
aux utilisateurs et aux gestionnaires de biens et à d'autres spécialistes du patrimoine sur les impacts liés au changement climatique, également développer les réseaux parmi les institutions et les professionnels du secteur du patrimoine et du secteur du climat et lancer des initiatives de renforcement des capacités. Il faut également promouvoir et partager les bonnes pratiques au niveau des sites, encourager les gestionnaires de sites à fournir un retour d'information aux échelons supérieurs pour que ce soit reflété dans les expériences nationales. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra travailler et évidemment continuer la recherche, entreprendre des projets interdisciplinaires grâce aux établissements universitaires, établir des liens et renforcer les liens entre les domaines de recherche sur le patrimoine et la science du climat. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Rohit et Oscar pour cette présentation du document mis à jour qui nous a beaucoup éclairé. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole aux États parties. Si vous avez des commentaires ou des questions que vous souhaitez partager, je rappelle également que cette réunion d'information… Je ne vous entends pas, Madame la Présidente. Alors, que se passe-t-il? Alors, nous allons vérifier le fonctionnement des micros. Est-ce que les participants m'entendent, dit la présidente. Personne ne m'entend. Formidable. Est-ce que vous nous voyez? Non plus. Je vous entends maintenant. Ah, très bien. Alors, voilà donc un micro qui marche. Yes, perfect. Okay. Cela fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, désolé de ce petit couac. Alors, merci à Rohit et à Oscar de cette présentation sur le document mis à jour. Et c'est mon plaisir maintenant de donner la parole aux États parties. Si vous avez des remarques ou des questions que vous souhaitez partager, je voulais également rappeler que nous sommes dans une réunion d'information sur le document. Il ne s'agit pas d'ouvrir le débat, c'est évidemment la prérogative du Comité du patrimoine mondial à la session énergie le mois prochain. Donc, qui souhaite s'exprimer sur le document? Oui, bonjour. Est-ce que je peux m'exprimer, Madame la Présidente? Certainement, c'est le Nigeria, n'est-ce pas? Allez-y. Oui, c'est le Nigeria. De la Commission nationale. Je voudrais reprendre tout d'abord en vous félicitant pour cet excellent document, cette excellente mise à jour du document. Il est extrêmement clair. Et tout à fait à propos. Et donc, je voulais vraiment vous féliciter. Et je crois qu'il serait utile de pouvoir le distribuer pour que nous ayons l'occasion de l'étudier plus en détail avant qu'il ne soit présenté. Je crois que c'est un document qui doit vraiment être lu en détail à l'avance. Donc, je vous félicite de cet excellent travail. Merci. Merci beaucoup au Nigeria pour ces commentaires qui sont tout à fait bienvenus. Nous sommes en effet très satisfaits d'avoir pu compléter ce document, mais je dois vous signaler que le document a déjà été diffusé et vous trouvez ce document qui est le point 7C qui a été envoyé le 4 juin. Il se trouve également sur notre site Internet. Si vous cliquez sur 44com, c'est-à-dire l'ensemble des documents pour le comité, vous avez ce document sous le point 7C et vous pourrez le lire en détail. Je vois que l'Allemagne a également demandé la parole. C'est à vous. Merci infiniment
Mestilde, merci aux experts qui ont présenté ce document et félicitations également pour cet excellent travail sur ce document. Je suis vraiment très satisfaite de voir le travail qui a été réalisé au cours des dernières années. Non seulement le dernier rapport publié la semaine dernière, le dernier rapport du GIEC, mais aussi les deux organisations sur le changement climatique et la biodiversité qui ont à nouveau souligné les liens fondamentaux qui non seulement sont importants pour la biodiversité, mais aussi pour le patrimoine. J'avais une question très concrète. Ai-je bien compris qu'à ce stade, le document présente les différents niveaux de mise en œuvre, mais n'inclut pas, à ce stade, une orientation claire sur la façon de réaliser les évaluations, par exemple l'évaluation de vulnérabilité. C'est une question extrêmement complexe et je crois que nous aurons besoin d'orientation à la fois pour les États parties et pour les gestionnaires de sites. Et si vous pourriez répondre à cette question, eh bien, j'en serais tout à fait satisfaite. En tout cas, merci de cette très bonne présentation. Merci de cette question. L'Allemagne, effectivement, je confirme que ce document, très probablement, va demander plus d'orientation en matière de mise en œuvre après son adoption. Comme vous le savez, il sera présenté au Comité du patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial aura peut-être des commentaires. Il sera ensuite envoyé à l'Assemblée générale des États parties en novembre. Mais avant de donner la parole à d'autres États, je ne sais pas si Rohit ou Oscar souhaitaient répondre à la question de Mme Engels de l'Allemagne. C'est à vous. Oui, merci. Je suis en effet tout à fait d'accord. D'ailleurs, nous en avions débattu à la réunion d'experts précisément de cet aspect, à savoir que le document en lui-même ne suffit pas, il faudra un suivi avec des orientations, nous devrons également développer d'autres outils, nous devrons travailler encore davantage pour que ce document, qui est un document de haut niveau, puisse être porté plus avant et pour qu'il puisse être utilisé à des niveaux de mise en œuvre. Donc, cela fait déjà l'objet de discussions, comme cela a été dit, et ces orientations seront nécessaires, et si le comité le décide, eh bien, nous irons à ce niveau-là de travail, de documents, d'orientation et d'outils et instruments qui permettront la mise en œuvre de ce document. Oscar, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci pour cette question. La vision et l'objectif de ce document est d'être en réalité un cadre. Et c'est pourquoi nous avons inclus cette section dédiée aux objectifs, parce que ces objectifs sont un point de référence potentiel pour le développement d'orientations techniques plus spécifiques sur des actions qui permettront aux États parties d'atteindre ces objectifs et de mettre en œuvre la vision de ce document d'orientation. Nous avons eu toute une série de discussions sur la portée de ce document en lui-même. Comment est-ce que nous devrions être très prescriptifs? Est-ce que nous devions juste déclarer les principaux éléments de la politique elle-même? Et in fine, je crois qu'après de longues heures de débat et la participation d'un grand nombre d'États parties et d'experts dans ces discussions, le texte que nous avons, celui qui vous est soumis, qui est soumis au comité, est un texte équilibré et il a non seulement des recommandations de politique, mais aussi des actions qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ces orientations et qui sont clairement indiquées, pas dans les détails, mais à un niveau qui nous semble suffisant pour transmettre les mesures et les actions vers lesquelles s'oriente ce document sans être trop prescriptif. Merci beaucoup. Sachez que dans la section F, vous pourrez trouver un certain nombre d'idées pour la mise en œuvre, notamment des documents d'orientation, ce qui peut faire
l'objet d'une discussion lors de la session du comité. Ils nous demanderont peut-être que nous travaillons plus avant là-dessus. Y a-t-il d'autres questions? La Grèce? Mali first. Okay, Mali, please. Le Mali. Bonjour, vous m'entendez, je crois? Oui, absolument, ça marche. Ok, je voudrais remercier les deux présentateurs pour la qualité de leur présentation. Et je voudrais aussi dire que ce document sera davantage amélioré avec les expériences nationales. C'est-à-dire qu'on pourrait davantage améliorer ce document à partir des expériences nationales. Et déjà, ce qui est présenté est très bon parce que c'est un cadre global d'orientation qui pourrait être amélioré. Excusez-nous, il y a une interférence là. Peut-être vous avez un téléphone à côté de vous ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ah oui. Bon, excusez-moi, à moins que je ferme ça. Bon, j'ai du mal à me contrôler, mais je veux dire simplement que le document, il est bon, c'est un cadre global d'orientation, seulement qui pourrait être amélioré à partir des expériences nationales. Merci. Allô? Oui? Est-ce que vous m'aviez compris? Oui, mais les interprètes ont des problèmes de traduire s'il y a cette interférence. C'est ça le problème. Bon, j'ai éteint. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Tout à fait. Voilà, je disais que le document, il est bon. C'est un cadre d'orientation globale qui donne des directives en matière d'évaluation des impacts des changements climatiques et que ces documents pourraient être améliorés avec les expériences des différents pays, quoi. C'est ce que je veux dire. Allô? Oui, absolument. Donc, merci beaucoup pour vos Merci. commentaires. On a bien pris note. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Somebody else wishes to intervene? Y a-t-il d'autres délégations qui souhaitent s'exprimer? Je crois que le prochain orateur est la Grèce, puis ce sera l'Australie. La Grèce. Bonjour. Et merci à vous, Madame la Directrice. Je souhaiterais commencer par vous remercier tous de cet excellent travail, de ces excellentes présentations. Je souhaiterais également remercier Monsieur Ernesto Ottone. Merci beaucoup pour ses remarques d'ouverture et pour ses aimables paroles en ce qui concerne l'initiative de la Grèce pour atténuer l'impact du changement climatique sur le patrimoine culturel et naturel. Nous pensons que l'UNESCO doit en effet s'impliquer dans la protection du patrimoine. Voilà pourquoi mon pays, en 2019, a présenté cette initiative pour atténuer l'impact du changement climatique sur le patrimoine culturel et naturel. Cette proposition a reçu le soutien officiel du secrétaire général de l'ONU, le soutien de l'UNESCO, de l'Organisation hydrologique mondiale, du Conseil de l'Europe et de nombreuses agences, de nombreux États membres de l'ONU. Nous avons créé le secrétariat du mécanisme pour la mise en œuvre de cette initiative et nous travaillons en étroite collaboration avec l'UNESCO afin de faire avancer ce mécanisme. En outre, nous souhaiterions remercier sincèrement l'UNESCO des initiatives clés mises en œuvre dans le domaine de la protection du patrimoine mondial. La mise à jour de ce document de 2007 sur l'impact du changement climatique sur
le patrimoine dont nous parlerons lors de la prochaine session du Comité du patrimoine mondial, l'UNESCO visant à co-organiser avec l'ICOMOS et le GIEC un sommet portant sur le patrimoine, le patrimoine et le changement climatique en décembre, sommet qui réunira de nombreux experts. Et troisième initiative, le travail de l'UNESCO dans le cadre de ses conventions culturelles dans le domaine de la créativité grâce au groupe de réflexion sur la culture et le changement climatique lancé en février 2020. Donc, merci encore pour ces excellentes présentations et merci du rôle capital que vous jouez dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Grèce. Merci également à la Grèce pour tous les efforts que vous avez entrepris. Prochain orateur, l'Australie. Merci, Madame la directrice, merci aux intervenants pour ces excellentes présentations. C'est une déclaration plutôt qu'une question, donc si vous le voulez bien, je souhaiterais faire quelques remarques. Nous reconnaissons que le changement climatique est une grave menace pour les biens du patrimoine. Nous nous félicitons de ce document mis à jour. Nous avons participé à la consultation pour contribuer à l'actualisation de ce document. Il a fallu beaucoup de travail. Nous sommes reconnaissants. C'est une question dont le comité doit se saisir, ainsi que l'UNESCO. C'est un problème de taille. Il est essentiel que le comité dispose de bonnes procédures pour orienter la prise de décision. Ce document vise à fournir des orientations pour atténuer l'impact du changement climatique sur les biens du patrimoine. Il y a des synergies entre les conventions et d'autres conventions et programmes internationaux. Nous nous en félicitons. La CNUC a un mandat séparé mais complémentaire. Nous pensons qu'il y a encore trop d'ambiguïté. Il semblerait que cette politique, que ce document politique empiète un peu sur les prérogatives de l'accord de Paris. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, notamment quant à la façon dont la liste du patrimoine en danger peut être utilisée pour atténuer l'impact du changement climatique. Il est important que le processus d'inscription sur cette liste, que ce processus soit clarifié afin que les États parties puissent comprendre comment inscrire des sites sur cette liste. Cela ne permet pas de résoudre le problème de l'impact du changement climatique sur la valeur universelle. La politique ne donne pas de certitude aux États parties ou au comité. Et l'interprète s'excuse, mais l'oratrice lit son texte à grande vitesse sans l'avoir fourni. Nous allons continuer de travailler de façon constructive avec le comité sur la mise à jour de ce document et nous allons soumettre une proposition d'amendement dans le cadre de la session du comité. Je vous remercie. Merci à l'Australie. Je suis certaine que nous continuerons d'en parler lors de la session du patrimoine, la session du comité du patrimoine. Comme vous l'aurez vu, il y a une section qui porte sur le cadre juridique. Elle fait référence à l'article 11.4 quant à la liste du patrimoine en danger, et vous vous en souviendrez, après l'adoption de ce document en 2007, nous avions apporté des modifications au paragraphe 179 des orientations et 180 afin de parler de l'impact de facteurs climatiques et autres sur les biens du patrimoine. Mais nous avons bien pris note de vos commentaires et je pense qu'il est très important que le comité appréhende pleinement ce document d'orientation afin de faire des recommandations à l'Assemblée générale en toute connaissance de cause.
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Est-ce que notre ADG souhaite faire quelques remarques? Non? Personne? Très bien. Je souhaiterais vous dire qu'il y a plus de 120 participants qui se sont joints à la réunion à un moment donné, ce qui montre que ce sujet suscite un intérêt certain. C'est probablement l'un des sujets les plus importants dont nous parlons à l'UNESCO pour ce qui est du changement climatique. Donc, nous sommes extrêmement reconnaissants et je souhaiterais vous remercier de votre participation. Merci des commentaires qui ont été posés. Merci des interventions. Nous continuerons d'en parler au titre du point 7C de l'ordre du jour du Comité du patrimoine. Dimanche, je me rends en Chine. Je vous verrai à distance, comme aujourd'hui, malheureusement, mais je me connecterai à mon ordinateur, cette fois depuis la Chine. Je souhaiterais remercier Rohit et Oscar, qui nous ont énormément soutenus. Je souhaiterais remercier toute l'équipe technique. Je souhaiterais mentionner Steve Osley, qui nous a quittés puisqu'il a quitté la délégation australienne, mais il a énormément contribué à ce document. Lors de la session du comité, nous pourrons découvrir l'ampleur de ce travail qui a été mené à bien et nous pourrons faire un certain nombre de commentaires au sujet de cet aspect qui est extrêmement important pour de nombreux biens du patrimoine. Nous allons bien entendu mettre sur Internet la présentation PowerPoint en anglais et en français. Cette présentation sera mise en ligne sur la page Internet du Centre du patrimoine mondial consacré au changement climatique. Comme vous le savez, nous avons une page consacrée afin que vous puissiez trouver tous les documents d'information. Je souhaiterais remercier toutes les personnes présentes dans la salle, remercier les interprètes et les interprètes vous remercient. Remercier également notre ADG Culture. Je vous souhaite un très bel après-midi et à bientôt.